Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, Philippe Rossi. Et ce sont les voix de l'environnement. Ce jeudi soir, je vous présente tout de suite ceux qui vont m'accompagner jusqu'à 20h. Yves Contasso, ancien président de l'Agence parisienne du climat, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yves Contasso, ravi de vous retrouver. Julien Lozano est avec nous, entrepreneur, fondateur de Wheezy. Bonsoir Julien. Wheezy, c'est une plateforme de location immobilière longue durée entre particuliers. Tiens, je vous laisse expliquer en quelques secondes le principe de Wheezy, Julien. Oui, Wheezy, c'est une plateforme de location qui va permettre aux locataires et aux propriétaires de sécuriser et de simplifier toutes les étapes de leur location immobilière longue durée entre particuliers. Notre proposition de valeur, elle est très claire pour les propriétaires. On vous paye votre loyer le 5 du mois, quoi qu'il se passe. Bon, très bien. Je ne vous demande pas une déclaration de patrimoine Yves Contasso, mais si jamais vous êtes propriétaire, vous pouvez faire appel à la plateforme Wheezy. Voilà, dans un instant, un éditorial sans précédent dans plus de 200 journaux médicaux et des scientifiques plaident pour agir en urgence contre le réchauffement climatique. Le climat ne peut pas attendre la fin de la pandémie. Voilà, c'est ce que disent ces scientifiques. Est-ce que vous aussi, vous pensez comme eux qu'il y a urgence? Dites-nous, j'attends vos réactions, vos avis au 0826 300 300. C'est le numéro du standard de Sud Radio, mais dans l'immédiat, eh bien, on va commencer avec nos voix de l'environnement. Qu'est-ce qui vous a interpellé ces dernières heures? Je sais qu'Yves Contasso veut revenir sur la voiture électrique. Est-ce que c'est vraiment la solution? On va y venir dans un instant, mon cher Yves Contasso, mais dans l'immédiat, Julien Lozano, vous vouliez nous parler, alors oui, de ces passoires thermiques et l'interdiction, c'est un décret qui est sorti, interdiction de louer des passoires thermiques. Pour expliquer à nos auditeurs qu'est-ce qu'une passoire thermique, je vous laisse expliquer. C'est une vraie petite révolution. Malheureusement, ça fait partie du quotidien de ceux qui nous écoutent. Ouais. Oui, c'est une vraie révolution qui est en train d'arriver dans le monde de l'immobilier locatif. La loi climat et résilience qui a été votée donc il y a 2 semaines va tout simplement interdire aux propriétaires bailleurs de louer des logements mal isolés, et ce dès le début de l'année 2023. Donc c'est pas dans 10 ans, c'est vraiment maintenant. Alors les logements mal isolés, c'est ce que le gouvernement effectivement appelle les fameuses passoires thermiques. Alors qu'est-ce qu'une passoire thermique? C'est simple, c'est des logements dans lesquels vous avez des fenêtres qui ferment mal, qui laissent passer le froid en hiver, la chaleur en été, mais c'est aussi des petits logements qui sont chauffés avec, vous savez, les tout petits radiateurs. Moi j'avais ça quand j'étais étudiant, ce qu'on appelle les grippins. Alors ça chauffe rien du tout. Par contre, ça coûte très cher. La facture d'électricité est extrêmement salée. Alors ça représenterait tout de même 5 millions de logements en France. Et à Paris, on estime qu'un logement sur 3 est une passoire énergétique. Donc c'est dire si le chantier est colossal. Alors comment peut-on savoir si son logement est énergivore? Donc c'est très simple. Lorsque vous louez ou que vous achetez un logement, vous recevez un diagnostic de performance énergétique, c'est le fameux DPE. C'est un document qui est obligatoire et qui indique donc la consommation d'énergie du logement, mais aussi ses émissions à gaz à effet de serre, et qui vous donne également une estimation de votre facture annuelle d'énergie. Donc le DPE, il affiche une note sur une échelle de A à G, exactement. Voilà, Donc les logements classés A sont les plus performants et les plus économes. Donc avec la loi climat et résilience, les logements classés G ne pourront donc plus être loués à partir de 2023, et après ça va être de pire en pire. En 2025, ce sera donc autour des logements classés F, et en 2034 autour des logements classés D. Donc on comprend bien que la volonté du gouvernement, c'est d'accélérer la transition énergétique en commençant par réduire nos consommations d'énergie. Alors au passage, ça coûte assez cher pour le propriétaire. Yves Contasso, c'est une bonne nouvelle quand même. Ça a un peu tardé, il faut le dire, mais ça arrive tout doucement. Oui, ça arrive très très lentement. Oui, très lentement. Moi, j'avais fait une réunion avec Mme Vargon il y a déjà presque 2 ans, et je lui avais suggéré un autre dispositif, à mon avis, beaucoup plus incitatif et pédagogique, qui consistait à dire que ce soit A, B, C, D ou jusqu'à G, il faut que le niveau de loyer tienne compte du niveau de consommation énergétique, de manière à favoriser effectivement les propriétaires vertueux qui ont fait les travaux d'isolation et pénaliser uniquement ceux qui ne les ont pas faits, de manière à ce qu'ils aient tout intérêt financièrement à rénover les logements pour pouvoir avoir des loyers plus conformes. Malheureusement, elle était plutôt d'accord sur le principe. Vous savez qu'il y a un grand argentier qui s'appelle Bercy et qu'il est maître des horloges dans beaucoup de domaines, et ça n'a pas pu voir le jour. Mais je crois que ça aurait été plus intelligent d'avoir une hiérarchie des loyers qui tiennent compte de la qualité. Je rappelle que ça existait, c'est ce qu'on appelait la loi de 1948, et tous les logements de la loi 48 tenaient compte de l'ensemble des qualités du logement. On a malheureusement abandonné cette idée, c'était pourtant une très belle idée.
Ouais. Et puis alors, du coup, alors c'est bon pour le climat, évidemment. Alors ça, et d'ailleurs, ça a été fait pour ça. Ça faisait partie de la loi climat, mais financièrement parlant, c'est une bonne nouvelle pour les locataires qui, en général, ont un petit loyer vétuste, parce que souvent, ce sont des appartements vétustes et qui payent, je sais pas moi, 150 voire 200 euros d'électricité par mois. C'est pas une blague. C'est vraiment. Et pour l'avoir vécu, 150 à 200 euros d'électricité par mois. C'est exactement ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un ménage sur 5 qui est logé dans le parc locatif privé, donc c'est un véritable enjeu. Et effectivement, les personnes qui sont les plus touchées par ces problématiques sont évidemment les loyers les plus, les ménages les plus modestes. Ouais. Ils vont avoir du mal par ailleurs à retrouver un logement dans le parc privé, vu la pénurie de logements. Et donc ça, c'est un impensé de cette réforme. C'est que fait-on de ces millions de personnes qui ne pourront plus habiter dans leur logement actuel? Je crois qu'il aurait fallu avoir une approche globale. Bon, très bien. Alors, c'est une bonne nouvelle. Et c'était Julien Lozano qui était porteur de cette bonne nouvelle pour ceux qui ne savaient pas que le décret c'est paru dans le journal officiel, je crois. Oui, alors voilà. C'était il y a une quinzaine de jours. C'était il y a une quinzaine de jours. Alors, c'est bon aussi pour le climat, évidemment. C'est-à-dire que ça nous fait faire pas tellement d'économies, on peut le dire, Yves Contasso, parce que ça coûte cher la voiture électrique. Mais en tout cas, ce qui est sûr, que ça fait du bien à l'environnement. Est-ce que c'est vraiment la solution, la voiture électrique, qu'on nous promet, un parc automobile électrique à 100%, nous le promet pour dans 10-15 ans. Est-ce que c'est la solution, mais surtout, est-ce que c'est réalisable? Yves Contasso, vous vouliez nous en parler? Oui, je pense qu'on est en train de commettre un peu la même erreur qu'on a commise il y a quelques dizaines d'années, quand on a pensé que progressivement, tous les véhicules allaient devenir des véhicules circulant à base de diesel. On a une espèce de spécialité en France qui est de penser qu'il y a une solution, et une seule solution, qui répond à tous les problèmes. Or, à l'évidence, ça ne sera pas le cas. D'abord parce que l'ADEME, l'agence de l'énergie, a démontré, étude à l'appui, que ça ne répondait pas forcément à une amélioration des émissions de gaz à effet de serre. Tout dépend de l'usage qu'on a de la voiture électrique. Donc, penser que c'est une amélioration dans tous les cas, ça n'est pas vrai. Deuxième élément, c'est quid de la fabrication de ces voitures. C'est pour les batteries l'usage de terres rares, de matériaux très complexes, dont la production est loin d'être neutre en termes de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre. Et c'est surtout une perte totale, c'était déjà vrai avec le fossile, d'indépendance, puisque quasiment tous ces composants sont importés. Alors qu'on pourrait très bien imaginer d'avoir une diversification des carburants, de l'hydrogène vert, ça bien évidemment, du biogaz à partir des déchets verts, à partir d'autres types de déchets, de la biomasse, etc. Et donc avoir une diversité de carburants. Et puis on oublie une chose essentielle, c'est que la priorité aujourd'hui, c'est de réduire les consommations. Les grands constructeurs français ont engrangé, il n'y a pas d'autre mot, 2 milliards d'euros du programme d'investissement d'avenir pour mettre au point un véhicule qui consommerait moins de 2 litres au 100. Où sont ces véhicules? Où sont ces véhicules? Les véhicules ont pris 10% de poids en 2019. Le poids moyen d'un véhicule individuel, 1240 kilos pour transporter à peu près une personne et demie, c'est-à-dire 120 kilos. L'efficacité énergétique est nulle, totalement nulle. Or, on sait très bien construire des voitures qui pèsent 400 kilos, donc 3 fois moins, donc qui auront besoin de 3 fois moins d'énergie, et qui, la plupart du temps, servent pour des tout petits déplacements. Alors qu'on ait besoin de véhicules un peu plus gros pour les familles, pour des déplacements sur des très longues durées, etc., très longues distances, pardon, pourquoi pas? Mais au quotidien, on n'a pas besoin de ces gros véhicules énormes et qui consomment énormément. Et donc, là encore, on n'a pas une approche globale. Et puis le dernier point, c'est qu'on l'oublie, c'est que l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre, il y a 2 sources. C'est d'abord le fret routier, dont je rappelle que le principal transporteur routier français, c'est la SNCF, c'est un comble quand même, avec sa filiale dédiée au transport routier. Et donc, il faut passer évidemment au fret ferroviaire. Et puis, c'est les déplacements domicile-travail. Or, là encore, on n'a pas tellement anticipé l'évolution considérable actuelle avec le télétravail qui aura un impact sur les déplacements domicile-travail. Et donc, là encore, pour les personnes qui achètent des voitures pour
peut-être demain non plus 5 jours de déplacement par semaine, mais peut-être 1 jour ou 2 jours, eh bien, l'équation économique sera plus du tout la même. Or, tout ça n'est pas étudié. On a l'impression qu'il y a des technos, et on connaît le lobby d'EDF en la matière, parce que pourquoi ils poussent au tout électrique? C'est pour justifier la création de 6 EPR supplémentaires. Voilà, donc c'est pas très sérieux. Alors, mais ça, les Français ne sont pas dupes, hein, ils le savent, hein, Julien Lozano. Les Français, que le tout électrique, c'est pas non plus la meilleure solution. Ça coûte cher et que surtout, c'est très long. Hein. Ça coûte cher et puis c'est pas forcément adapté à toutes les zones. Enfin, moi, j'ai passé ma jeunesse dans la campagne tourangelle. La voiture était absolument obligatoire parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité. Donc, il faut pas oublier ça. La mobilité douce, telle qu'on l'appelle, elle est super dans les grandes villes. Prendre un petit peu de trottinette et puis le vélo, faire une station de métro. Mais la réalité pour des millions de Français, c'est que pour aller au travail ou pour aller au lycée, il faut une voiture. C'est ça la réalité. Donc, et puis dites à une personne de 55 ans, 60 ans de prendre un vélo ou une trottinette pour aller travailler, c'est pas possible non plus. C'est compliqué. Oui, ça dépend où, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que la voiture électrique, enfin moi personnellement, mais j'ai l'impression que les Français en général, la voiture électrique, on n'y croit pas trop, quoi. Non, puis moi ce que je trouve un petit peu gênant, c'est qu'on a l'impression que les politiques ont poussé très fortement, monsieur le disait, pour le diesel. Donc c'est rentré dans les mœurs des Français d'utiliser des voitures diesel. Maintenant il y a plus de diesel, on va interdire les véhicules diesel à Paris et dans les grandes villes. Et maintenant ça sera le tout électrique. Mais peut-être que dans 20 ans on dira non, le tout électrique ça pollue beaucoup trop parce qu'il faut extraire effectivement des métaux rares et donc on passera à autre chose. Donc j'ai l'impression que c'est compliqué effectivement de s'y retrouver. Alors, mais quelle est la solution, Yves Contasso? C'est les transports alternatifs, les transports en commun par exemple, c'est ça en fait la solution? Mais là encore, il n'y a pas une solution. Il y a une palette de solutions. Bien sûr, dans des villes comme Paris, évidemment que les transports en commun joue un rôle tout à fait essentiel parce qu'il y a une densité de population, parce que on a une capacité de transporter des millions de personnes tous les jours dans des conditions, on peut discuter, mais en tout cas globalement plutôt satisfaisantes quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays ou d'autres capitales. Donc dans les grandes villes, évidemment, les transports en commun, c'est essentiel. Dans des zones rurales, ça ne peut pas être du transport en commun pour tout le monde. Le coût économique serait totalement prohibitif et personne ne voudrait payer pour ces prix-là. Donc on voit bien qu'il n'y a pas une solution. Alors il y a une palette de solutions. D'abord, je l'ai dit, le télétravail. Deuxièmement, il y a le covoiturage. Troisièmement, il y a le véhicule lui-même. Réduire encore une fois la consommation et le poids des véhicules. Quand on a 10 ou 15 km à faire, on n'a pas besoin d'avoir un tank, ces SUV gros gabarit avec des pare-blues à l'avant. Ça n'a aucun sens. Et donc, on a plein de solutions. On a évidemment la mobilité douce. On a le fret ferroviaire. Donc, c'est une palette de solutions. Mais encore faudrait-il qu'il y ait un programme global. Qu'on ne dise pas, on fait une partie, on ne fait pas le reste. L'hydrogène, on a mis des années à accepter l'idée, ça commence à être étudié pour qu'on ait un vrai plan hydrogène. Quand on voit ce que fait l'Allemagne, les milliards qu'elle investit pour faire de l'hydrogène vert, et je dirais vraiment la timidité du gouvernement français dans ce domaine, eh bien là encore, on aura perdu 10 ans pour le faire. Est-ce que vous croyez que les Français sont réellement prêts alors j'allais dire un mot un peu fort, à se sacrifier, mais c'est un peu ça, à privilégier le télétravail, à faire du covoiturage, à ne pas utiliser leur SUV ou autres grosses voitures qu'ils ont voulu acheter parce que certains ont de l'argent et ils veulent un peu frimer, ils trouvent la voiture sympa. Est-ce que vous pensez que les Français sont prêts à faire cet effort? Moi j'ai pas l'impression. Hein. Ce qui me gêne, c'est ce qui me gêne, moi, fondamentalement, c'est cette stigmatisation des Français. On leur parle de télétravail, mais pour énormément de Français, on ne peut pas télétravailler. Si je suis plombier, si je suis cuisinier, si je suis restaurateur et qu'en plus j'habite en urbain. Oui, on parle de secteurs qui le permettent, évidemment. Et je pense que de systématiquement stigmatiser des personnes qui ont besoin de leur véhicule personnel pour aller travailler et qui ne peuvent pas télétravailler et qui ne peuvent pas faire de la mobilité douce, j'ai l'impression qu'on est en train de faire une scission entre deux France. Celle qui peut télétravailler, qui est dans le tertiaire et qui, elle, va faire un petit coup de trottinette. Et puis les autres qui aimeraient bien faire un petit coup de trottinette. Mais la réalité, c'est que ça ne se passera pas comme ça. D'abord, moi, j'ai envie de stigmatiser personne. Je dis simplement que ceux qui peuvent doivent faire des efforts. De manière, justement, à aussi libérer de l'espace public pour ceux qui ne peuvent pas faire autrement que d'utiliser des moyens de transport. Mais on voit aussi, alors c'est moins vrai en zone rurale, mais en zone urbaine, on commence à voir les vélos cargo, on commence à voir d'autres moyens de transporter du matériel ou des colis
que simplement le véhicule thermique classique. Donc là encore, et puis on a aussi des efforts à faire. Est-ce qu'on a besoin, par exemple, je vous donne un exemple. Toutes les pharmacies, vous commandez un tube de granules homéopathiques. Ça doit peser, allez, 20 grammes. Ouais. Une fois sur deux, on vous dit « Ah, je ne l'ai pas ». Je le commande. Parce qu'on ne veut pas avoir de stock. Ouais. Et donc, il va y avoir une camionnette qui va venir la livrer. Est-ce que c'est raisonnable? Tout ça pourquoi? Pour des raisons fiscales, de comptabilité. Parce que le stock, il pèse sur la pharmacie. Enfin, dans la camionnette, il n'y a pas que le petit tube de 20 grammes, Yves Contesso. J'imagine qu'elle est... il va délivrer comme mais ça, j'ai compris. Ouais. Et donc, c'est totalement idiot. Ouais. Acheter sur Amazon au lieu d'aller à la librairie du coin, ben évidemment, ça a un impact considérable sur le climat. Et donc, on a à réfléchir à ce qu'on fait. Et quand on voit, et j'en vois à Paris, des personnes qui accompagnent leurs gamins à l'école en voiture, ils ont 200 ou 300 mètres à faire. Eh bien, en voiture, est-ce que c'est raisonnable? C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des efforts à faire. Il y a quand même un effort à faire. C'est vrai qu'il y a des efforts à faire. Ça laissera plus de place à ceux qui ne peuvent pas faire autrement. Et voilà, le message est passé, et je l'espère en tout cas, Yves Contesso, les voix de l'environnement qui reviennent dans quelques instants. Voilà, on va faire une petite pause. Il y a urgence, le climat ne peut pas attendre la fin de la pandémie. Il faut prendre des mesures urgentes contre le réchauffement climatique. Des scientifiques alertent cette semaine. Qu'en pensez-vous? Est-ce que, selon vous, il y a urgence? 0826 300 300, on en débat dans un instant avec Julien Lozano et Yves Contesso. À tout de suite. Vous écoutez les voix de l'environnement sur Sud Radio. Ce soir, c'est avec Julien Lozano, entrepreneur, fondateur de Wheezy, plateforme de location immobilière longue durée entre particuliers. Et puis Yves Contesso qui est toujours avec nous, ancien président de l'Agence parisienne du climat. C'est un éditorial historique dans plus de 200 journaux médicaux. Des scientifiques qui plaident pour agir en urgence contre le réchauffement climatique. Le climat ne peut pas attendre la fin de la pandémie. Le réchauffement climatique et la destruction de la nature menace la santé humaine. Voilà ce qui explique ces scientifiques. Alors évidemment, ça fait froid dans le dos. Est-ce qu'ils sont trop angoissants, ces scientifiques? Je vais poser la question dans un instant à Yves Contesso et Julien Lozano. Et vous, évidemment, au 0826 300 300. Voilà ce qu'ils disent aussi, notamment dans ces journaux médicaux. Voilà, ils ont fait un édito publié dans plus de 200 journaux médicaux. Les températures plus élevées ont entraîné une augmentation des cas de déshydratation et de problèmes rénaux, de tumeurs dermatologiques malignes, d'infections tropicales, de problèmes mentaux, de complications de grossesse, d'allergies et de mortalité, de morbidité cardiovasculaire et pulmonaire. La pandémie de Covid-19 prendra fin, mais il n'existe aucun vaccin contre la crise du climat. Tiens, est-ce que c'est trop alarmiste, Julien Lozano, selon vous? Non, je crois pas. Je crois effectivement qu'il y a vraiment urgence. Ça me fait beaucoup penser à la réplique du film La Haine. Jusqu'ici, tout va bien. L'important, c'est pas la chute, mais c'est l'atterrissage. L'impression qu'on y va à fond. Tous les signaux sont catastrophiques. Et non, il se passe pas grand-chose. Je suis vraiment atterré. Je comprends pas qu'on soit pas capable de prendre la mesure des choses. On a réussi à plutôt très bien le faire à un niveau planétaire pour le Covid. Là, on voit que ça arrive et il se passe rien. Est-ce que c'est pas parce que pour j'allais dire pas seulement les Français, mais évidemment l'Europe, par exemple, si on veut parler de l'Europe, parce que c'est pas très concret pour les Européens. Ça devient concret. Alors certes, en juillet, en août, il y a 2-3 degrés de plus. 50 degrés à Marrakech, ça devient concret. C'est juste à côté de chez nous. Mais là encore, ça dure quelques jours et puis ça passe. C'est vrai. Ça me fait penser un peu aussi, je vais vous dire, à la fable de la grenouille qu'on met dans une bassine d'eau froide et puis on monte la température petit à petit. Elle se rend pas compte et elle se fait ébouillanter. Ça me donne vraiment cette impression. Je sais pas, je suis très surpris. Bon, Yves Contesso, j'imagine que vous pensez comme Julien Lozano, hein. Oui, bien sûr, Julien Lozano a raison. C'est vraiment la fable de la grenouille parce que la température augmente d'année en année. On va sans doute avoir des records de température battus dans plein de pays pour cet été. Et puis, on regarde les prévisions. Météo France a sorti ses prévisions pour la France pour les années 2050. C'est près d'une cinquantaine de jours de canicule en France. Avec les températures que malheureusement certains pays ont connues, c'est-à-dire pas loin de 50 degrés, en pointe, pas tous les jours évidemment, mais et donc on sait très bien que l'organisme humain ne peut pas supporter ces températures. Moi j'étais présent à Paris en 2003 quand il y a eu la première canicule. Je faisais partie de ceux qui étaient parmi les élus parisiens présents. Et quand j'ai vu les premières déclarations des responsables politiques disant mais non c'est rien, c'est juste un coup de chaleur, puis on s'est retrouvé avec près de 16 000 morts. Personne ne voulait le croire.
Pendant des années, nous avons dit il y a danger, les écolos. On nous a dit vous êtes des oiseaux de mauvais augure, vous êtes catastrophistes, etc. Et puis, une fois que les choses arrivent, on nous dit maintenant, oui, peut-être, mais on va trouver la solution avec la technique, avec la science, comme si la science pouvait tout régler. Ça n'est pas vrai. La science ne va pas tout régler. Il faut qu'on change de modèle, il faut qu'on passe à une conception écologique de la vie dans tous les domaines. Moi, je travaille par ailleurs dans une association où on travaille sur ce que serait la République française écologique. Je peux vous dire qu'il faut tout changer, mais tout changer, que ce soit les institutions, notre mode de vie, notre mode de pensée dans tous les secteurs. C'est une approche globale. Et c'est ça qu'on ne voit pas venir parce que on a des lobbies. On a des lobbies qui continuent à penser que le court terme prime tout le reste. Et c'est en gros, après moi le déluge. Et ça porte d'autant mieux son nom, ce slogan, c'est après moi la canicule, après moi la fin de l'espèce humaine, je m'en moque, c'est du moment que j'en profite, peu importe les conséquences. Il y a une forme d'hypocrisie, parce que les responsables politiques savent parfaitement de quoi ils retournent. Ils sont informés, ils ont tous les conseils qu'il faut, les scientifiques le disent et le redisent. Vraiment, il n'y a aucune hésitation possible. Mais il n'y a pas la volonté de se confronter. Mais qu'est-ce qui bloque selon vous? C'est le changement tout simplement ou la peur de se heurter aux électeurs, aux Français? Non. Ce n'est pas les électeurs. Vous regardez toutes les enquêtes d'opinion, les électeurs disent nous sommes conscients de la nécessité de changer. Mais nous ne voulons pas être, je dirais, les dindons de la farce. Et on l'a vu l'année dernière avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire que certains payent pendant que d'autres en profitent. Regardez ce qui s'est passé pendant le Covid. Les plus gros bénéficiaires financiers, c'était déjà les plus riches, alors que les plus pauvres ont payé. Les gens ne veulent plus de ça. Et c'est une forme d'angoisse, c'est dire, est-ce qu'on peut faire une transition écologique sans en même temps faire une réduction massive des inégalités? Tant qu'on n'aura pas le courage de dire que les deux vont ensemble et qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, on n'y arrivera pas. Ça remet en cause des positions, évidemment. Ça veut dire que les plus riches devront faire des efforts considérables. Ils ne sont pas prêts à le faire, c'est tout. C'est une lutte, il n'y a pas d'autre terme, entre ceux qui sont aujourd'hui les grands bénéficiaires du système et puis la masse immense de ceux qui subissent. 1% des plus riches de la planète émettent autant d'émissions de gaz à effet de serre que les 50% les plus pauvres. Vous vous rendez compte? Alors pour l'instant, Yves Contasso, et je donne la parole à Julien Lozano dans un instant, rappelons que pour l'instant, entre guillemets, il n'est pas trop tard, on peut encore agir. Quelle est la date? Est-ce qu'il y a un moment où on aura beau faire les efforts, on aura beau acter cette transition énergétique et écologique, au bout d'un moment, ce sera trop tard? Est-ce qu'on a une date, une deadline? Est-ce que par exemple, si on s'y met dans 10 ans, c'est foutu? Oui, les scientifiques du GIEC disent c'est avant 2030. Soit on a vraiment basculé avant 2030 avec d'autres trajectoires, soit après on est dans un système qui va s'emballer et donc personne n'est capable de dire jusqu'où il va. Personne, même les experts du GIEC disent on ne sait pas si à la fin du siècle, si on n'a pas fait les efforts, on sera à plus 2, plus 3, plus 4 ou plus 6 degrés. À plus 6 degrés, on sait que c'est une catastrophe planétaire. À plus 2, il y a des phénomènes déjà irréversibles qui se mettent en œuvre. Alors, c'est dans 9 ans, voilà. Oui. Donc, dans 8 mois, c'est l'élection présidentielle. J'espère que les candidats à la présidentielle auront cette petite date en tête, 2030. Est-ce que c'est seulement réservé aux écolos, au Parti socialiste ? Je crois pas. J'ai l'impression qu'il y a une vraie prise de conscience, notamment des jeunes générations, qui considèrent probablement que les précédentes n'ont pas fait suffisamment. On parlait tout à l'heure qu'il n'y avait pas de conséquences extrêmement concrètes. C'est pas vrai. J'étais en Normandie cet été. Je lis la presse quotidienne. On va faire du vin en Normandie.
Si ça c'est pas concret, ça veut bien dire que ce réchauffement climatique, il devient concret dans la vie de tous les jours pour des millions de Français. Alors peut-être que les catastrophes ne sont pas encore concrètes, mais le fait de le voir aux portes de chez nous, je pense que la prise de conscience, elle est là. Moi, je suis quelqu'un de fondamentalement optimiste et je ne suis pas tout à fait d'accord. Je pense que l'intelligence, l'énergie humaine et la technologie pourraient nous permettre effectivement de trouver des solutions. Malgré tout, ça ne s'oppose pas au fait d'en avoir conscience et de ne pas trop attendre. Rappelons qu'il y a beaucoup de start-up, puisque vous êtes un start-upper, Julien Lozano, beaucoup de start-up de petites entreprises de la tech qui innovent pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais ça ne suffit pas. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il est vrai aussi que ça paraît un petit peu ridicule et des fois on se demande si c'est pas une goutte d'eau dans un océan. Je pense que la prise de conscience, elle doit être majeure. Ça ne peut pas être quelques start-upers dans leur garage qui vont révolutionner les problématiques environnementales du prochain millénaire. C'est pas possible. Vous attendez encore ni simplement les gestes individuels. Il faut le savoir, les gestes individuels sont importants, mais on estime aujourd'hui que c'est à peine un quart de ce qu'il y a à faire et que les 3/4 c'est lié à des politiques publiques massives. Et donc, il faut arrêter de nous dire que faut que chacun éteigne la lumière. Bien sûr qu'il faut le faire. Bien sûr que tout ça est important, mais ça ne suffira pas. Tout est entre les mains de nos politiques. En quelques secondes, Yves Contasso, vous y croyez encore à l'approche de l'élection présidentielle 2022 Vous y croyez aux belles paroles de nos candidats? Je vois qu'il y a une primaire écolo, que les gens s'inscrivent massivement pour y participer comme jamais, ce qui me rassure d'une certaine manière, parce que ça prouve que les écologistes sont en train de prendre une place importante dans le débat. D'ailleurs, c'est les seuls à avoir des débats sur 3 grands médias à propos de leur primaire. Et moi, je trouve ça intéressant, parce qu'on voit bien qu'on nous a snobé pendant des années, mais qu'aujourd'hui, les gens se disent et pourquoi pas, parce que cette urgence, je dirais, elle s'approche de plus en plus. Et je reprendrai un peu la formule prêtée à Einstein, c'est pas avec les solutions, c'est pas avec les méthodes qui ont créé les problèmes qu'on trouve les solutions. Il faut changer de méthode. Merci à vous Yves Contasso, merci ancien président de l'Agence parisienne du climat, merci à Julien Lozano, fondateur de Wheezy, plateforme de location immobilière longue durée entre particuliers. Dans quelques instants, c'est Yvan Cujoux et le Loft Music. C'est une spéciale Claude Nougaro ce soir. Quand le jour se lève sur Sing Sing. Nous sommes le 9 septembre et ce 9 septembre, Claude Nougaro aurait eu 92 ans. Voilà pourquoi nous le célébrons ce soir. Voilà pourquoi Yvan Cujoux célèbre Claude Nougaro. La spéciale Claude Nougaro, c'est dans quelques minutes maintenant sur Sud Radio. À tout de suite.